Le Tour de France, le Danois Riis au sommet, Indurain à la traîne. Le déménagement de Jussieu s'annonce compliqué. Un certain nombre de laboratoires s'avèrent très difficiles à transférer. Alain Juppé réunit ses ministres et leur demande plus de présence sur le terrain. À 3 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta, la polémique s'amplifie à propos du dopage des athlètes. Madame, Monsieur, bonsoir. On ne célébrera jamais assez les mérites du Riis complet. Le Danois Bjarne Riis a en effet brillamment conforté son maillot jaune en gagnant seul la 16e étape sur les hauteurs de Lourdes. Mikael Indurain, qui fête aujourd'hui son 32e anniversaire, n'était pas à la fête, il était plutôt à la traîne. Jean-René Godard. La montée d'Otakam au-dessus de Lourdes. Bjarne Riis, le Danois, avait fixé rendez-vous au pied de cette difficile ascension de 13 km 500. À tous ses adversaires, il a tenu parole. Tels les plus grands, il a observé, jaugé ses rivaux. Ensuite, quand il l'a voulu, il s'est envolé en 2 temps, avec une telle facilité que cela frisait l'insolence. Lui, l'ancien équipier fidèle de Laurent Fignon, devenu leader sur le tard. Il devait impérativement accentuer son avance au classement général avant le contre-la-montre Bordeaux-Saint-Émilion de 63 km. C'est fait admirablement. Derrière lui, Mikael Indurain a cédé. Il n'y a pas eu de miracle, il voulait tout renverser, il a capitulé inexorablement. Un maillot jaune, seul en tête dans les Pyrénées, c'est beau. Un Français, Richard Virenque, qui se bat pour une place sur le podium à Paris, avec une équipe solidaire, c'est beau. Au sommet, Bjarne Riis, très ému, pouvait lever les bras et exulter. Indurain, lui, avait compris. Comme Jacques Anquetil, comme Eddy Merckx, comme Bernard Hinault, Mikael Indurain a gagné 5 Tours de France. Ce soir, le jour de ses 32 ans, il sait qu'il n'en gagnera probablement jamais un 6e. Au même âge à 32 ans, Bjarne Riis s'apprête à remporter son premier tour. Dans les Pyrénées aujourd'hui, une page de l'histoire du cyclisme a été tournée. Merci pour cette apparition. Toute dernière nouvelle, Abraham Olano est donc 2e à 2 minutes 42. Virenque se rapproche du podium, 5e à 4 minutes 05. Et Indurain, on l'a dit, est désormais 10e au classement à 7 minutes et 16 secondes. Demain et après-demain, le Tour sera sous haute surveillance avec 2 étapes en Espagne, en Navarre, puis au Pays Basque. Les craintes d'une action terroriste ont été ravivées ce matin avec la découverte d'une bombe à Pamplune, ville d'arrivée de l'étape de demain. Un autocuiseur contenant environ 4 kg d'explosifs est passé dans une poubelle devant une banque et a pu heureusement être neutralisé par les artificiers. L'ETA a adressé un certain nombre de menaces aux organisateurs du Tour de France qui se disent cependant sereins. Reportage Claire Reynaud, Philippe Turpot. La sécurité des coureurs et des spectateurs, ainsi que celle des 3600 suiveurs du Tour de France, sera-t-elle assurée demain de l'autre côté des Pyrénées? C'est la question que beaucoup ont sur le bout des lèvres ce soir. Car les menaces proférées par l'ETA font planer un certain climat de nervosité. À la Société du Tour de France, pourtant, seules 2 mesures ont été prises. La première est symbolique, puisque tous les panneaux et toutes les annonces de la course seront doublés en langue basque. La seconde est plus parlante. Les véhicules de la presse et de la caravane publicitaire sont en effet invités à stationner demain soir dans les 2 parkings gardés qui seront mis à leur disposition. Voilà pour le côté officiel, mais officieusement, on parle aussi de négociations qui auraient eu lieu entre l'organisation séparatiste basque et la direction du Tour de France. Je balaye d'un revers de main tout ce qui a été dit, un appel aux forces de police, de gendarmerie, à un changement d'itinéraire ou à quelques rançons. Tout ça, c'est de l'histoire, ce sont des choses nées de l'imagination ou de la rumeur. Pas question, nous venons comme nous l'avons prévu, dans les conditions où nous l'avons prévu, et avec, me semble-t-il, beaucoup d'amitié à l'égard de la Navarre, de Pamplune et du Pays Basque. Malgré cette assurance, les effectifs des forces de police ont bel et bien été doublés côté espagnol et la 17e étape du Tour de France aura vraiment lieu demain, sous haute surveillance. En France, toujours beaucoup de réactions après l'annonce faite dimanche à la télévision par Jacques Chirac qu'il n'y aura plus d'étudiants à Jussieu d'ici la fin de cette année, en raison, on le sait, d'une présence excessive d'amiante. Une annonce qui a pour le moins surpris les 2 présidents des universités concernées, Paris 6 et Paris 7, qui rappelle que Jussieu, je cite, constitue l'un des pôles mondiaux de la recherche scientifique et qu'une fermeture aussi rapide signifierait l'arrêt de mort d'un certain nombre de laboratoires. Enquête Valérie Gagé, Anne Gauthier. Les plafonds amiantés de Jussieu abritent près de 200 laboratoires de recherche.
Le déménagement de l'ensemble de ces équipements de pointe sera presque aussi compliqué que le désamiantage des locaux. Les responsables de ce laboratoire de physique peuvent en témoigner, car à la suite d'une inondation survenue l'an dernier, ils ont déjà vidé un demi-étage de tout son matériel scientifique. On a constaté effectivement une concentration élevée d'amiante dans les pièces qu'on nettoyait. Certaines de ces pièces ont accumulé de la poussière dans des recoins depuis la construction du campus. Évidemment, dans cette poussière, il y a de l'amiante. Il est indispensable d'évacuer en bon ordre, de prendre le temps de nettoyer ce qu'on sort du campus. Et on ne peut pas précipitamment abandonner les lieux en 15 jours, 3 semaines, sans se préoccuper de la poussière qu'on va répandre un peu partout. Autre problème de taille, des dizaines d'appareils comme ce spectromètre infrarouge sont quasiment intransportables. Trop lourds ou trop fragiles, ils sont pourtant indispensables à l'avancée de la recherche. Nous avons des expériences de très haut niveau dans la compétition internationale. Et typiquement, certaines de nos expériences ne peuvent pas être déménagées. Elles ont été construites avec beaucoup de techniciens, beaucoup de personnel. Et si on les déménageait, je pense qu'on ne les reconstruirait pas. La fermeture complète du campus de Jussieu n'a pas la faveur des chercheurs. Ils craignent qu'en démontant les laboratoires, on ne démonte aussi tout un pan de la recherche scientifique française. Le ministre de l'Éducation réunira jeudi matin la mission Jussieu pour faire le point. Aucune décision n'est prise, a précisé aujourd'hui François Bayrou, en faisant état de groupes de pression qui essaient de faire pencher la balance. Ce casse-tête administratif est en effet en train de tourner au jeu de billard à multiples bandes. Olivier Caroff. Jean Tibéri n'a pas mis longtemps à réagir. Son objectif, garder coûte que coûte dans Paris les 40 000 étudiants de Jussieu. S'il propose à court terme toute une série de locaux provisoires, il verrait d'un bon œil l'installation d'une partie du campus dans la ZAC rive gauche, près de la très grande bibliothèque. Nous avons fait en sorte que les terrains de l'opération Paris-Seine rive gauche soient mis à disposition. On avait envisagé 80 000 m². Vient en débat lundi prochain un texte qui permet de porter à 130 000 m² les terrains disponibles. L'opposition a immédiatement répliqué. Les socialistes soupçonnent le maire de Paris de penser avant tout à sauver ce grand projet immobilier en reprenant une idée que Lionel Jospin avait déjà eue. Nous, depuis fort longtemps, depuis 5-6 ans, nous proposons de faire un grand pôle universitaire à cet endroit. C'est le sens des propositions de Jospin quand il était ministre de l'Éducation nationale. Et il y a en plus un déficit de locaux universitaires à Paris qui est considérable. On l'évalue environ à 100 000 m² qui manquent. Pendant ce temps-là, 2,5 millions de m² de bureaux vides. François Bayrou devra trancher. Il indique qu'aucune décision n'a été prise, même si des groupes de pression essaient, dit-il, de faire pencher la balance. Tout sera mis sur la table jeudi, lors de la première réunion du groupe de travail sur l'avenir de Jussieu. C'est un voyage délicat qui s'annonce pour Alain Juppé. Le Premier ministre se rend demain et jeudi au chevet de la Corse, une île bien malade, en raison bien sûr de la violence politique, mais aussi d'une inquiétante léthargie économique. Reportage de nos envoyés spéciaux, Michel Fine, Jacques Gérard. 18h, Gilbert Casanova est en direct par téléphone sur Europe 1. C'est sa 15e interview de la journée. Tout ce que j'ai entendu me surprend. D'abord, je voudrais, avant de répondre à ce que vient de dire... Gilbert Casanova, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio, est devenu en Corse un homme qui compte. Ces derniers temps, on l'a vu multiplier les allers-retours à Paris pour négocier avec les représentants de l'État le statut de zone franche. Ce n'est pas de l'argent qu'on demande, ce sont des mesures, comme on peut les demander dans toutes les régions sinistrées. La Corse est une région sinistrée aujourd'hui et il est nécessaire d'y mettre des mesures en application. Des mesures telles que des exonérations de charges sociales, des mesures susceptibles en fait de redonner un coup de fouet à l'industrie locale. Il y a aujourd'hui en Corse 23 000 entreprises, 80% sont dans une situation critique. Il faut des mesures économiques pour permettre de survivre, et il faut des mesures politiques pour repartir d'un bon pied et pour recréer cette confiance qui nous fait actuellement défaut. À quelques kilomètres de là, Paul-Antoine se moque de tous ces débats. Paul-Antoine est éleveur de chèvres. Il travaille de 5 h du matin à 11 h du soir et gagne à peine 300 francs par jour. Il n'a même pas de terre pour élever son troupeau. Qu'est-ce que vous voulez que j'attende du Premier ministre? Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Si vous voulez que je fasse, voilà, qu'ils viennent et qu'ils ne viennent pas, ni chaud ni froid. Je ne pense pas que ça demanderait à d'autres personnes et la vie sera le même, je pense. Hein. Si vous voulez qu'ils fassent.
La Corse, ils l'ont abandonné depuis longtemps, hein, et ça continue. Hein. Demain, Paul-Antoine n'ira pas à Ajaccio pour écouter les propos du Premier ministre. Il pense déjà, comme beaucoup ici, que les mesures qui seront annoncées ne le concerneront pas. Alain Juppé a réuni l'ensemble de ses ministres à Matignon en fin d'après-midi pour faire le point de l'action gouvernementale. L'occasion pour l'équipe ministérielle de revenir sur les orientations données dimanche par le chef de l'État. Sur place, Carole Combe. Un Premier ministre décontracté venant accueillir lui-même certains membres du gouvernement. Une entorse au protocole qui tranche avec l'objectif avoué de ce séminaire gouvernemental, mobiliser les ministres sur les orientations données le 14 juillet par le chef de l'État. Avec un ordre du jour qui tenait en 3 points, les réformes déjà engagées, comme le service national, les réformes à approfondir, comme la fiscalité par exemple, et les réformes nouvelles, gestion du patrimoine de l'État et santé publique. 1h15 de réunion avant qu'Alain Juppé ne revienne sur le perron raccompagner ses ministres. Les ministres s'entendent bien, ils travaillent bien. Je leur ai demandé de tenir la main, peut-être de manière un peu plus tenace, à la mise en œuvre des réformes qui ont été engagées. Beaucoup de réformes ont été engagées, mais il faut maintenant passer à l'application. Ça demande beaucoup de continuité. Et puis nous allons préparer une prochaine rencontre fin août, au cours de laquelle nous arrêterons le programme de travail du gouvernement pour les 6 prochains mois. Un message qui se veut rassurant, une nouvelle fois adressé à ces Français qui se préparent à partir en vacances. Malgré les mauvaises nouvelles et les résultats qui se font attendre, le gouvernement reste encore mobilisé. Après l'annonce il y a 5 mois par Jacques Chirac de la réforme du système de défense de la France, avec notamment une professionnalisation progressive de nos armées, le ministre Charles Mignon devrait dévoiler demain le plan gouvernemental de restructuration de nos armées, un plan sur 5 ans marqué par la dissolution de près de 40 régiments. Précision Laurent Boussier. 38 régiments dissous, une quarantaine d'organismes tels qu'état-major, service des essences ou service des armées transférés. On commence à en savoir un peu plus sur les restructurations qui seront annoncées demain par le ministre de la Défense. Les forces françaises stationnées en Allemagne fourniront près d'un quart des unités dissoutes, alors qu'en France même, c'est la région parisienne qui sera la plus affectée par ces restructurations. Une dizaine de régiments y seront dissous et une petite quinzaine d'établissements ou d'organismes militaires seront délocalisés vers les villes de province. Chalon-sur-Saône, par exemple, devrait voir arriver l'état-major de la 2e division blindée, aujourd'hui stationné à Versailles. En région, la plupart des dissolutions de régiments se feront dans des villes où se trouvent d'autres unités destinées, elles, à être professionnalisées. Un régiment professionnel ayant un pouvoir d'achat 2,5 fois supérieur à un régiment d'appelés, le manque à gagner pour l'économie locale devrait y être assez faible. Pourtant, malgré ces choix et les aides économiques qui vont avec, quelques villes, quelques localités perdront beaucoup en perdant leurs soldats. Enfin, 4 hôpitaux militaires ou annexes hospitalières verront aussi se fermer leurs portes, dont ceux de Dijon et de Strasbourg. Dans les villes concernées par ces restructurations, les élus et la population ne cachent guère leur inquiétude. Exemple Cherbourg, bien décidé à défendre son arsenal. Reportage Patrice Velay, Stéphane Choupin. Cherbourg a choisi son camp, la résistance, car son arsenal est menacé. 1700 suppressions d'emplois sans licenciement avant fin 98, un quart de l'effectif en moins. Mais cette restructuration fait des vagues, l'Arsenal est le premier employeur du département, un vrai baromètre de l'économie locale. Il y avait la sécurité de l'emploi et il y a toute cette réputation d'Arsenal qui s'est construite. Et je pense que sans l'Arsenal de Cherbourg, je dirais que la région est foutue, quoi. Un emploi supprimé à l'Arsenal, c'est 3 emplois induits remis en cause en ville. L'inquiétude a alors gagné les commerçants. Moins de travail, c'est moins d'argent, moins d'habitants aussi à terme. 8000 personnes sur 30 000 pourraient quitter Cherbourg. Moi-même qui ai investi il y a 6 ans et qui souhaite rénover ma boutique, j'ai des doutes maintenant et je vais attendre de voir venir l'évolution de cette situation pour prendre des décisions. Mais c'est dramatique à mon avis. L'été sera tendu dans la capitale de la Manche. La décision finale sera prise le 15 septembre par le ministre de la Défense. D'ici là, la mobilisation générale est déclarée. La Caisse nationale d'assurance maladie change de tête. La CNAM, c'est 42 millions d'assurés, 80 000 salariés et un budget annuel total de 500 milliards de francs désormais géré par la CFDT et non plus FO qui est hostile, je vous le rappelle, au plan Juppé sur la Sécu.
C'est une ancienne gueule noire, un Lorrain de 50 ans, qui va avoir la lourde charge d'accompagner la mise en musique de la réforme de la sécurité sociale. Sophie Jouve. Changement d'homme, Jean-Claude Mallet se retire, Jean-Marie Speth de la CFDT lui succède. Changement de politique à la Caisse nationale d'assurance maladie après 30 ans de règne de force ouvrière. La mission de la nouvelle équipe, mettre en musique le plan Juppé sous l'œil attentif du gouvernement et améliorer la santé en France. Quand on sait que dans certains départements, on fait le double d'ablation de l'appendicite que de l'autre, il y a des situations totalement anormales. Quand on voit qu'aujourd'hui, des millions de personnes ne peuvent plus accéder à des soins dentaires corrects, il y a un vrai problème. En s'emparant de l'assurance maladie, la CFDT a réussi un joli coup. La CNAM, c'est 1000 milliards de francs et près de 100 000 salariés. Un lieu stratégique, un lieu de pouvoir, où FO compte bien ne pas se faire oublier en menant une opposition active. Nous n'allons pas faire de l'opposition systématique. Ce n'est pas du tout dans la conception de Force ouvrière. Nous allons tout simplement, à chaque fois qu'un texte nous sera soumis, à chaque fois qu'un décret nous sera proposé, eh bien nous poser une seule question et répondre à cette seule question, est-ce que cela va dans l'intérêt des assurés sociaux ? Mise en service du carnet médical à l'automne, mise en place des filières de soins qui filtrent l'accès aux spécialistes, la réforme peut désormais s'appliquer, mais il faudra aussi faire face à l'urgence, près de 50 milliards de déficit. D'ailleurs, dès demain, Jean-Marie Speth rencontrera les syndicats de médecins pour les convaincre de dépenser moins, de dépenser mieux. Lors de cette réunion, Jacques Barrot a déclaré que l'objectif d'un taux d'évolution des dépenses de santé limité à 2,1% pour cette année pouvait encore être tenu, mais le ministre des Affaires sociales s'est prononcé dans le même temps pour une révision des nomenclatures des actes médicaux et des produits remboursés par la sécurité sociale. Un Hercule C-130 de l'armée belge s'est écrasé hier soir lors de son atterrissage à Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas. Tout dernier bilan, 32 morts, 9 blessés graves. La plupart des victimes, de jeunes appelés néerlandais, étaient libérables aujourd'hui. Enquête Gilles Marinet, Valérie Fournier. En s'écrasant au sol, le C-130 de l'armée belge s'est aussitôt enflammé. Le cockpit est calciné et tout le flanc droit de la carcasse est ouvert, béant. Le feu semble s'être propagé depuis ce qu'il reste de ce moteur au moment de l'impact. Pour la tour de contrôle néerlandaise, l'approche de la piste s'était bien engagée. Puis, pratiquement au moment de l'atterrissage, l'avion a viré inexplicablement. J'ai cru que l'avion allait entrer dans la tour de contrôle. À ce moment-là, il a viré brusquement vers la droite. L'aile a touché le sol, il a tourné sur lui-même et il a explosé. À bord, il y avait cette fanfare militaire néerlandaise de retour d'un festival en Italie. 28 d'entre eux sont morts, 9 sont blessés, grièvement. L'équipage n'a pas survécu, 4 militaires belges de la 15e Wing. Sur le tarmac de la base militaire de Melsbroek, dans la banlieue de Bruxelles, quelques mécaniciens s'affairaient cet après-midi autour des 11 C-130 de l'escadrille. Une rumeur s'est répandue, l'avion accidenté aurait percuté des oiseaux, une éventualité parmi d'autres, mais qui ne sera ni confirmée ni infirmée par le très prudent chef de l'armée de l'air. L'effet que ces oiseaux, en cas de collision avec un avion, peuvent avoir, ou bien sur les commandes, mais surtout sur les moteurs, peuvent être catastrophiques. Autre question, l'équipage disparu, 4 hommes, n'était pas au complet. Il manquait le navigateur, une pratique courante, nous ont affirmé les responsables de la base pour des vols de courte distance. L'élément principal dont dispose la commission d'enquête actuellement, c'est l'enregistrement de la conversation entre l'équipage du C-130 et la tour de contrôle. Mais l'analyse de tous les paramètres de l'accident sera longue, d'autant plus longue que ce type d'appareil militaire n'est pas doté d'une boîte noire. Finalement, c'est dans une maison de soins de la banlieue de Moscou que Boris Yeltsin a reçu le vice-président américain Al Gore. Après une heure de discussion, le numéro 2 américain a affirmé que le président russe, lui, avait semblé en très bonne forme. Boris Yeltsin devrait rester en principe dans cet établissement environ 2 semaines. Pendant la convalescence du président russe, le grand nettoyage d'été se poursuit à Moscou. Les forces de sécurité ont en effet interpellé ces tout derniers jours plus de 6000 personnes, cela en réponse aux récents attentats à la bombe dans les trolleybus. Reportage de notre correspondant Dominique Derda. Moscou est infesté de terroristes, disait Boris Yeltsin quelques heures après l'attentat de vendredi. Il faut prendre des mesures sévères. Les forces spéciales du ministère de l'Intérieur ne se sont pas fait prier pour passer à l'action. Voilà ce que le maire de Moscou appelle le nettoyage de la ville.
Ces hommes pourtant ne sont ni des poseurs de bombes, ni même des militants indépendantistes tchétchènes. Ce sont de petits commerçants, des vendeurs de fruits et légumes sur les marchés de la capitale. Des caucasiens, des culs noirs, comme disent tant de Russes qui les accusent de tous les maux. Ces images, c'est la police elle-même qui les a filmées, pour montrer qu'elle fait bien son travail. Ici, aux dernières nouvelles, aucune voix ne s'est élevée pour condamner de telles violences. Au cours du week-end dernier, 6000 personnes auraient été interpellées dans le cadre de cette opération. La plupart ont été relâchés depuis. Alors qu'il ne dispose toujours d'aucune preuve tangible, le ministre de l'Intérieur maintient aujourd'hui encore que les attentats des 11 et 12 juillet seraient l'œuvre de terroristes tchétchènes. Mais il est bien incapable de fournir plus de détails. Pendant ce temps, en Tchétchénie, les massacres continuent. Hier soir, dans la banlieue de Grozny, des soldats ont tiré à bout portant sur des voitures qui transportaient des civils. Ceux qui tentaient de s'enfuir auraient été mitraillés ou tués à la baïonnette. Une vingtaine de morts ici, 5 ou 6 non loin de là dans un village, plusieurs centaines en moins d'une semaine. La trêve n'aura duré que le temps d'une élection. En Italie, nouvelle opération antimafia spectaculaire. Dans leur filet, les policiers italiens ont eu la surprise de trouver 4 carabiniers. 2 ont été arrêtés, 2 autres mis aux arrêts chez eux, aux arrêts domiciliaires. Au total, une quarantaine de personnes ont été arrêtées à la suite de cette opération baptisée Charlemagne. Une opération qui a mobilisé 200 policiers dans 6 régions d'Italie, déclenchée à la suite des révélations d'un repenti. Jacques Chirac est arrivé en tout début d'après-midi à Libreville à l'occasion de cette visite officielle au Gabon puis au Congo. Le président de la République française a l'intention d'exposer la politique africaine de la France. Reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Arouard, Bernard Connor. L'an dernier, à la même époque, Jacques Chirac avait fait un passage éclair au Gabon, ce qui avait un peu chiffonné son ami Omar Bongo. Cette fois, la visite officielle est pleine et entière pour célébrer des relations sans nuages avec un Gabon partenaire privilégié de la France. Ce qui se traduit par un accueil populaire, chaleureux, enthousiaste, un vrai fleuve sonore. Libreville est heureux de montrer à son hôte que les avancées démocratiques existent. Le Gabon s'est doté d'une constitution, il a élu son président démocratiquement il y a 3 ans, il a un gouvernement incluant des opposants. Il est vrai que maintenant, le processus électoral est en retard sur le calendrier, on attend toujours les élections législatives. Sur le plan économique, le Gabon, 1 million d'habitants, malgré ses richesses, pétrole, minerais, bois, connaît des difficultés. La dévaluation du franc CFA, sa dette extérieure, freine, entre autres causes, son développement. Le président Bongo compte sur l'aide de Jacques Chirac pour inciter les organismes financiers internationaux à être plus actifs dans leur soutien. Demain, à Franceville, grand discours économique de Jacques Chirac avec une idée simple. Les pays riches ont un devoir de solidarité et d'aide envers les pays africains. À eux de prendre en main leur développement, de mieux gérer leur économie et de faire des réformes démocratiques. En une formule, Nelson Mandela a résumé le bilan de son voyage officiel en France. Un succès au-delà de toute espérance. Le président sud-africain qui a rencontré ce matin un certain nombre de chefs d'entreprise français pour leur demander d'investir dans son pays afin de soutenir le processus démocratique. Nelson Mandela s'est dit très heureux des réponses des décideurs et des leaders d'opinion. Le président sud-africain qui a déjeuné avec Daniel Mitterrand a également rencontré Philippe Séguin, René Monory et Jean Tibéri. Après 3 jours de forte baisse, la bourse de New York s'est reprise trop tard en raison en partie du décalage horaire pour la bourse de Paris qui a clôturé sur une nouvelle baisse avec une chute de près de 2% de l'indice CAC 40. Atlanta J-3, nos envoyés spéciaux Guylaine Chenu et Roger Motte ont constaté que l'on est encore loin d'être fin prêt côté compétition sportive, mais qu'en ce qui concerne le business, tout baigne. À l'abri des regards, le stade du Centenaire olympique, l'enceinte la plus prestigieuse des Jeux. À 3 jours de l'ouverture, un stade toujours en devenir. 2 ans de travaux et 200 millions de dollars pour un bâtiment à l'architecture hésitante, mais au but déclaré, la rentabilité. C'est pas le plus beau stade olympique qu'on ait vu, mais il ne va pas servir qu'aux Jeux. Après, ce sera le stade de l'équipe de baseball. Prévu pour 86 000 spectateurs, un stade démontable et toujours en travaux. Les rigueurs du calendrier ont imposé de nouvelles cadences. Depuis 3 mois, les équipes se relaient 24 heures sur 24, avec des imprévus comme la pluie et beaucoup d'interrogations.
Les organisateurs ont beaucoup changé d'avis. Un jour, ils voulaient une chose, le lendemain, une autre. C'est pour ça qu'on a un peu de retard. Mais tout sera prêt vendredi. Est-ce que je vois? Oui, on sera prêt. Ici, les Jeux ont déjà commencé. Depuis un mois, la piste est prête. Une piste aux couleurs du premier partenaire de ces Olympiades et un parc avec courses, podium, médailles et flammes à portée de tous. Tout le monde est génial, tout le monde sourit, c'est absolument formidable. Ici, pas de retard. Le parc a ouvert ses portes un mois avant les Jeux et fermera en septembre et déjà 10 000 visiteurs par jour. Les Jeux Olympiques ne durent que 17 jours et c'est pas facile d'avoir des billets. Alors qu'ici, on peut venir tous les jours et on est ouvert de 10h à minuit. Atlanta se dit prête, même les stades sont pleins. On n'attend plus que l'ouverture des Jeux, ceux du sport. Comme diraient les fabricants locaux de soda, l'affaire commence à faire des bulles. Je veux parler des rumeurs persistantes de dopage, notamment dans les milieux de l'athlétisme. Il y a quelques semaines, le responsable français de la lutte antidopage, le Dr Escande, avait rendu son tablier en clamant son impuissance. Et ce soir, une émission de la BBC fait trembler sur ses bases la Fédération britannique d'athlétisme. Florent Gaudreau. À quelques jours du début des Jeux, on voudrait évoquer la course, les performances, les sauts, l'adrénaline, et on entend surtout parler de dopage, de drogue et d'amphétamine. La rumeur enfle, la plupart des athlètes présents à Atlanta seraient dopés, et aujourd'hui, un médecin anglais jette un pavé dans la mare. En ce qui concerne l'athlétisme, on peut dire qu'au moins 75% des athlètes présents à Atlanta sont des athlètes dopés. L'athlétisme est plus particulièrement dans le collimateur des spécialistes du dopage, et notamment les sprinteurs. Par exemple, entre 93 et 96, la masse musculaire du Namibien Frankie Fredericks a évolué spectaculairement. Le professeur Jean-Paul Escande, qui a démissionné de la Commission nationale de lutte contre le dopage, trouve cela étonnant. Les médecins savent, comme tout le monde d'ailleurs, dire « Ah, mais celui-là qui court le 100 mètres en ce moment, l'année dernière, il était maigre comme un pouce, et maintenant il est gros comme ça. » Donc, nous on le sait. Pourquoi on n'examine pas les gens pour voir s'ils ont du dopage? De nombreux spécialistes sont sceptiques quant à la fiabilité des moyens prévus pour lutter contre le dopage. Pourtant, à Atlanta, où 2 athlètes viennent d'être contrôlés positifs, dont l'Australien Dean Capobianco, le comité international olympique se veut rassurant. La bataille contre le dopage est longue et difficile, avec des hauts et des bas. C'est clair qu'il y a des progrès et je suis sûr que nous abordons le problème de la meilleure manière qui soit. À Séoul en 88, Ben Johnson avait gagné le 100 mètres mais il avait été contrôlé positif et disqualifié. On espère que les contrôles auront lieu cette fois avant la course. Pour nous rafraîchir, je vous propose un petit détour par Biarritz au Festival du Surf. Sébastien Vibert et Bernie Mériot ont rencontré l'un des concurrents, un Français, qui a le privilège de s'entraîner régulièrement à Hawaï. Mesdames, messieurs et surtout mesdemoiselles, ce que vous voyez là entre les gouttes n'est pas un homme ni même un surfeur, non, c'est bien plus que ça, c'est une légende. Légende, c'est par ce mot que le monde du surf désigne modestement ses plus grands champions, et le français Michel Laronde, dit-on, en fait partie. J'ai rien d'une légende, je suis juste un citoyen français qui habite à Hawaï, mais bon, je surfe des très grosses vagues là-bas, et quand même les magazines me font quelques éloges, et puis c'est un bien grand mot quand même, la légende. Michel est né il y a 36 ans à Bayonne, passant son temps sur une planche et sur l'eau de la côte basque. Mais la mer ne nourrit pas son homme. Alors à 18 ans, Michel, qui rêve de l'Amérique, se fait cuistot en Californie, passe par le Mexique, puis atterrit à Hawaï, irrésistiblement attiré par ces vagues légendaires. Tous les jours, je suis obligé d'aller surfer, c'est inexplicable, c'est comme une drogue, on peut pas s'en passer. Je ne sais pas comment dire, les sensations du surf, c'est quelque chose d'inexplicable. C'est la vitesse sur l'eau, le feeling avec la vague. C'est trop bon, quoi. Discrète vedette du festival du surf, Michel ne joue pas les stars, simple silhouette parmi tant de vacanciers qui s'adonnent ici au longboard. À Biarritz, c'est l'été, c'est sympa, le longboard. Mais vivement l'hiver qu'on a shooté la Fat One, quoi. En bon français, shooter la Fat One, ça veut dire surfer sur les vagues hawaïennes de 10 mètres de haut. Mais la taille des vagues et la compétition ne l'intéressent guère. Pour Michel, qu'importe l'écume, pourvu qu'il ait l'ivresse.
Comme dire l'autre, voilà un reportage qui ne fait pas de vagues. Si vous voulez profiter de vos vacances pour vous envoyer en l'air, en tout bien tout honneur, bien sûr, je ne saurais trop vous conseiller de faire un petit détour par l'aéroport de Rennes. Les amateurs de sensations fortes peuvent en effet bénéficier d'un baptême de l'air hors du commun à bord d'un Fouga Magister. 2 conditions pour le voyage, avoir le cœur solide et un peu d'économie. Reportage Thierry Curté, Emmanuel Beck. Le principe premier, tout pour le plaisir, c'est vous qui guidez la chose. Dès que ça va moins bien, on récupère. Pour tous, c'est un rêve de gosse, dans la peau d'un pilote de chasse. Comme pour une mission, tout commence par un briefing. Une bonne demi-heure de mise en condition. Puis vient le moment le plus attendu, la découverte du cockpit, l'estomac déjà serré. Je balise un peu quand même. Je sais pas s'il faut le dire, mais appréhension. J'attends, je vais voir. Pas de siège éjectable, bien sûr, juste un bon vieux parachute dont on vous explique rapidement les rudiments. Le pilote précise à n'ouvrir que sur mon ordre. Ça va mieux en le disant. Donc je m'assois sur le parachute là. Oui. C'est ensuite que l'estomac fait son dernier nœud. Moteur et décollage en formation serrée. Jusque-là, ça va. 8 minutes plus tard, c'est l'objectif, le Mont Saint-Michel. C'est aussi bien le leader que le numéro 2. Vous ne tenez pas trop compte de ma position. Hein. Moi j'avance, je recule ou je monte en fonction. Si l'aller a été tranquille, le retour est plus acrobatique. Bon conseil, il faut bloquer les abdominaux et bien souffler, surtout dans les loopings et les tonneaux. Ok, là on est quasiment en apesanteur. Ah tu vois, c'est quand même super agréable. Et là je retire un peu. L'accélération maximale est supérieure à 4G. Pour les estomacs les mieux accrochés, l'expérience dure 45 minutes. Le Fouga Magister est l'ancien avion de la patrouille de France. Ok. Alors, ça s'est passé comment? C'était beau. C'était beau, je savais pas regarder. Entre le Mont Saint-Michel, les avions, je sais pas. C'était... À la limite, faudrait que je dise ça demain. Savoir ce qui s'est passé. Mais... Le coût de la balade, 5400 francs. Seule condition, être en bonne santé. Les distributeurs cinématographiques ont parfois le sens de la provocation. C'est en effet en cette période de grand départ en vacances qu'ils ont décidé de sortir sur les écrans français le dernier film du Canadien David Cronenberg, Crash. Bien qu'ayant obtenu le prix du jury au dernier festival de Cannes, ce film qui raconte la collision d'un couple dans tous les sens du terme est très contesté, en tout cas fort dérangeant, car il renvoie à des fascinations morbides qui nous habitent tous plus ou moins. Stéphane Aumont. Pauvre chérie. Les personnages de Crash sont avant tout des voyeurs obsédés par cet outil envahissant, la voiture. Peut-être la prochaine fois. Le film est né de cette curiosité morbide qui nous pousse tous à regarder un accident. Fascination pour ces machines si pratiques qui nous emmènent d'un lieu à l'autre et parfois de la vie à la mort. L'accident de la route est devenu un spectacle. Alors Cronenberg en a fait un film bizarre, mêlant sexualité et tôle froissée. Outil de séduction, de puissance, nous savons tous la voiture dangereuse et pourtant, au volant peut naître une certaine ivresse, comme une excitation. La plupart des gens ont un sentiment d'invulnérabilité. Et d'autres, finalement, mettent ce sentiment d'invulnérabilité dans leur voiture. Ils sont au volant donc invulnérables comme des dieux et à ce moment-là, ils prennent des risques insensés. Et c'est vrai que la vitesse, les risques des fois dans les dépassements, il y a une espèce de frôlement, ils taquinent un peu la mort et à ce moment-là, ça leur donne des sentiments et des sensations particulières. Cronenberg pousse cette logique à l'extrême. On est prêt. L'accident mortel de James Dean. Ces personnages mettent en scène des accidents devenus mythiques pour jouer à se faire peur. Après le stock-car sur autoroute, la collision élevée au rang d'œuvre d'art. Cronenberg admet que cette idée peut choquer. Aujourd'hui, la psychologie de ces personnages semble exagérée, perverse. Pourtant, je suis sûr que Crash anticipe simplement les fantasmes du XXIe siècle. Morale monstrueuse, disent certains. Il faudrait risquer sa vie pour atteindre la jouissance, pour atteindre ce que l'on appelle aussi la petite mort.
La musique adoucissant les mœurs, petite halte au festival d'Aix avec en ouverture ce soir Semele, l'opéra de Handel, le seul présenté à Aix pour cause de rigueur budgétaire. À la baguette William Christie avec une mise en scène très audacieuse de Robert Carsen. Séances et séquences culturelles signées Georges Bégou, Daniel Lefebvre. Tous les journaux en font état, le Daily Mirror en fait sa une. Entre Semele et Jupiter, c'est officiel, et Junon, légitime épouse de Jupiter, fulmine. Le metteur en scène Robert Carsen a imaginé une Dolce Vita olympienne de nos jours. Et comme un top modèle contemporain, Semele raconte ses folles nuits. Le récit de Semele et la pleine lune aidant, la belle société s'enthousiasme pour le nouveau jeu à la mode. Mais quelques lunes plus tard, Semele mourra des brûlures jupitériennes. Junon retrouve son royal mari, sonnet trompette, la morale est sot. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Vers minuit, dernier journal, en compagnie de Florence Daucher. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Rémi Roche recevra le dessinateur Cabu. Bon anniversaire à Guy Béard, 66 ans aujourd'hui. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko, qui nous annonce un mercredi toujours chaud et ensoleillé. Demain à 13h, vous retrouverez Agnès Molinier et Patrick Chen, le petit couple à la mode. Très très bonne soirée, merci.